pour cette table ronde organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, sponsor officiel de mix énergétique, nucléaire, biogaz et hydrogène, des secteurs en plein essor qui rencontrent malgré tout des difficultés à embaucher des collaborateurs. Alors pour autant, les énergies renouvelables pourraient créer 25 millions d'emplois d'ici à 2030 selon l'Organisation internationale du travail. C'est donc un marché en tension. Comment attirer des nouveaux talents dans cette filière? Comment mettre en œuvre des plans de recrutement? Comment aussi faire monter rapidement en compétences ces salariés? Nous allons ainsi traverser ensemble ces dispositifs, les dispositifs et les initiatives prises pour répondre à ces enjeux. Avec nous pour cette table ronde, Jean-Louis Guyader. Vous êtes conseiller régional à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous siégez notamment à la commission thématique enseignement supérieur, recherche numérique et innovation. Bonjour Jean-Louis Guyader, bienvenue et merci d'être avec nous. Vous allez nous éclairer sur la manière dont la région accompagne la filière industrielle sur le volet de la formation, notamment de l'emploi, de l'innovation, sur ces secteurs en tension. Avec nous aussi deux représentants d'organismes de formation qui accompagnent sur ces nouveaux métiers situés à Lyon. Louis Guillaume, vous êtes responsable de Symbio Hydrogène Academy, entité créée par l'entreprise Symbio, entreprise leader de la mobilité hydrogène. Première initiative française de formation aux emplois de la filière hydrogène, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez prendre votre micro pour qu'on vous entende. C'est une aventure nouvelle qui démarre. Voilà. Très bien, un nouveau-né. Merci d'être avec nous. Fabien Houdeville, vous êtes tout au bout de la table ronde, responsable du pôle AFPI Lyon, Association de formation professionnelle pour l'industrie. Vous êtes un acteur historique de la formation sur les métiers industriels. Vous formez notamment 4300 personnes par an en moyenne sur la formation professionnelle continue et puis 800 par l'alternance en contrat de professionnalisation. Vous êtes membre du réseau UMM aussi. Merci d'être avec nous. Et une grande entreprise que l'on ne présente plus, ainsi d'une certaine manière, EDF, acteur clé de la filière nucléaire notamment. EDF, c'est près de 17 200 emplois dans la région. Avec nous, Marc-Simon Jean, directeur régional EDF Auvergne-Rhône-Alpes. Nous verrons comment on recrute près de 1500 collaborateurs sur 2022, notamment 800 en CDI et 700 en alternance sur la filière. Merci à vous d'être à notre côté. Jean-Luc Guyader, on va commencer avec vous pour débuter. J'aimerais que vous nous présentiez en quelques mots cette mobilisation unique et très récente de la région Aura de près d'1,2 milliard d'euros dans les 6 ans à venir pour accompagner la filière industrielle sur notre territoire, un plan de relocalisation. Alors d'abord... Oui, il est allumé. Il est allumé. Ouais. Vous inquiétez pas, on vous entend. Je vais corriger Aura. Mon président souhaite que l'on dise Auvergne-Rhône-Alpes, parce que quand on a la chance d'avoir l'Auvergne, le Rhône et les Alpes... Très bien, c'est noté. Alors oui, on a voté, alors j'ai mon petit papier parce qu'il y a des chiffres, hein. Donc c'était en décembre dernier, le plan stratégique relocalisation. Donc le montant, c'est 1,2 milliard d'euros sur 6 années. Ce qui est énorme, hein. Le budget régional, c'est 3,6 milliards d'euros annuels. Hein. Donc, près de la moitié. C'est véritablement un effort, là c'est sur 6 ans, un effort considérable. Et le plan s'articule autour de 4 axes. Le premier, c'est développer l'attractivité de la région, sachant que je trouve qu'on est déjà assez bien attractif, mais bon, on peut toujours s'améliorer. Le deuxième point, c'est le foncier, parce que pour les gens de la terre dont je fais partie, puisque je suis élu de l'Ain, on sait que sans foncier, on ne fait rien. Et donc, acquérir du foncier pour le mettre à disposition, ça reste un aspect très important pour développer les projets. La création d'un PAC relocalisation, la région souhaitant avoir une approche plus globale et personnalisée. Moi qui suis aussi président du parc industriel de la Plaine de l'Ain, je peux vous dire que quand un industriel déclare son intérêt pour s'implanter sur le parc, c'est branle-bas de combat. Avant, ce n'était pas la peine. Et c'est quelque chose de global. Il faut aller vite et répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Et enfin, le quatrième point, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'attractivité des métiers, les problèmes liés au recrutement. Et évidemment, c'est un axe aujourd'hui quasiment vital. Alors, je ne sais pas si les tensions sur l'emploi vont durer, mais aujourd'hui, franchement, elles sont bien réelles. Ça peut être conjoncturel, puisque l'État a mis énormément d'argent et quelque part, les entreprises qui peut-être
et naturellement aurait disparu, existe toujours. Donc on a aujourd'hui véritablement une difficulté très 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 forte, en tous les cas dans la plaine de l'Ain que je connais bien, pour arriver à trouver du personnel. Et s'il est qualifié, c'est encore mieux. Alors, justement, on va se tourner maintenant auprès des organismes de formation qui accompagnent cette filière d'une manière ou d'une autre. Louis Guillaume, donc je le rappelle, vous êtes responsable de Symbio Hydrogène Academy, une nouvelle académie, entité créée, encore une fois, par Symbio. Vous avez un catalogue de formation. Alors, c'est récent d'ailleurs, hein, ça a été créé fin d'année dernière, d'une certaine manière, au courant de l'année dernière. C'est créé le courant de l'année dernière, mais c'est une initiative qui est aussi collaborative. Là, on va peut-être y revenir, mais c'est une impulsion de Symbio, et ensuite il y a un consortium. On est avec des académiques, on est avec deux écoles, on est avec des entreprises du secteur privé. C'est tout un écosystème. Voilà, c'est un écosystème autour. avec la région, évidemment. Voilà, donc qu'un écosystème. Oui. Donc vous avez 50 modules de formation, donc un catalogue très vaste. Et vous me disiez en préparant cette table ronde que l'idée c'était de coloriser en fait ces formations autour de l'hydrogène, notamment. Oui, tout à fait. Il faut déjà en introduction dire que pour nous, dans le secteur de l'hydrogène et dans le secteur de la mobilité décarbonée, on est à la fois une entreprise assez récente, puisque elle a été créée en 2010. Et il y a encore 2 ans, on n'était que 40. Là, pour l'instant, on est plus de 450 et on sera à près de 700 à la fin de l'année. Donc, il y a presque un recrutement par jour, enfin, qui se fait, et c'est les mêmes cadences qui vont continuer après dans le futur. Donc, il y a la question de trouver les personnes, et ensuite, c'est la question de l'attractivité, donc l'attractivité du métier, l'attractivité de la filière, et puis il y a la question ensuite des compétences qu'ont ces personnes. Donc, c'est dans ce cadre-là que le Symbio Hydrogène Academy est né, puisque en fait les personnes qui sont recrutées n'ont pas forcément les compétences hydrogène. Évidemment, on a très vite saturé, quand même la demande est forte, on a très vite nous-mêmes, rien que nous saturer nos besoins, on recrute aussi à l'international, au sein de Symbio. Au sein de Symbio, et tout le secteur a des grands besoins. Donc la question, c'est de savoir comment on ajoute des compétences à des gens qui ont déjà beaucoup de compétences dans des secteurs connexes. Et d'où la nécessité et la vision de se dire qu'on n'a pas de leadership technologique si on n'a pas un leadership des compétences. Donc on investit et on veut investir. Et avec nous, toute la filière doit investir dans la création de cette connaissance, de ces compétences. Donc en effet, ça a créé ce mouvement régional, mais évidemment qui a des ambitions beaucoup plus, qui est aussi national, et qui va proposer, qui est en train de construire les différents modules de formation. Oui. Et puis il y a quand même un sujet qui est très d'actualité, c'est le sujet de la pile à combustible. Oui, pile à combustible hydrogène. Oui. C'est ça, et donc là il y a un développement très fort sur ces compétences, cette nécessité d'accompagner ce nouveau métier, en tout cas cette nouvelle approche. Oui, alors le métier, la technologie de la pile à combustible hydrogène est en pleine définition. Puisque le monde entier est au bord de l'industrialisation à grande échelle de cette technologie qui existe depuis longtemps même. La première remonte au 19e siècle, 1836, mais il y a eu un déficit d'investissement en recherche, contrairement aux moteurs thermiques. Mais pendant il y a eu un siècle d'arrêt de formation, de recherche dessus. Donc maintenant, on se retrouve à devoir. C'est une course-poursuite entre. Et ça fait partie de l'aventure, et c'est ça aussi qui crée l'attractivité pour beaucoup de gens avec des fortes compétences. Ça leur permet de s'imaginer, pouvoir mettre à l'œuvre leur savoir dans un domaine où il y a beaucoup de choses encore à déterminer. Et donc, pour la pile à combustible, c'est tout un secteur, mais avec lui, tous les secteurs des fournisseurs. Et puis, évidemment, c'est lié à la question de la montée en puissance généralement de la filière hydrogène. Donc, il n'y a pas de pile à combustible s'il n'y a pas de voitures qui circulent, qui les intègrent, s'il n'y a pas de station, s'il n'y a pas de distribution et de disponibilité d'un hydrogène
vert, donc décarboné. Bon, il donne aussi des couleurs à l'hydrogène, mais en tout cas, la colorisation, elle est sur les modules, c'est sûr. Il y a un besoin de prendre un certain nombre de compétences et de les adapter à la nécessité hydrogène. Et avec une ambition de former près de 300 personnes en fait par an au métier de la filière hydrogène. Tout à fait, oui. Donc le but est de former à la fois, bien sûr, en fait il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de la formation continue, j'allais dire, qui est au centre, donc qui intéresse à la fois, bien sûr, Symbio, mais d'autres entreprises. Donc là, les ingénieurs, les opérateurs notamment. Voilà. Et puis les autres entreprises, vos clients. Les clients, les fournisseurs, les partenaires. Donc normalement pas les concurrents, mais bon. Mais les concurrents, on développe aussi le même genre de compétences en interne. Nous, la particularité, c'est qu'on a voulu que ce soit aussi au niveau régional une aventure partagée et qui puisse d'ailleurs se décliner sur les autres pans qui sont la formation initiale, puisque notamment avec la région et Cara, on va disséminer, on va faire en sorte que du collège jusqu'au IUT, BTS, il y ait non seulement une évolution, mais aussi planter des graines. On a travaillé aussi en formation initiale avec des écoles d'ingénieurs, aussi en partenariat. Et puis l'autre pan, c'est la montée en expertise, puisqu'il y a des expertises très pointues là sur la pile à combustible, et là-dessus aussi il y a un certain nombre de partenariats de l'académie, nous des partenariats avec des universités et des laboratoires. Alors vous évoquez le dispositif CARED, on en reparlera juste après, qui est un dispositif régional avec un financement à hauteur de 100%. On y reviendra justement. Les secteurs visés pour la mobilité hydrogène, automobile, stationnaire, ce qu'on appelle le BTP, l'habitat, l'aérien, le maritime, là il y a des enjeux très forts. Oui, alors, pour ce qui est de... Oui, la pile à combustible a de très nombreuses applications. Nous, chez Symbio, nous nous concentrons sur la mobilité décarbonée, donc principalement d'abord tout ce qui est véhicules, donc poids lourds, véhicules utilitaires, véhicules de chantier, voilà. Très bien. Et aussi stationnaire dans le bâtiment. Ok, on reviendra pour échanger ensemble. Fabien Hauteville, je le rappelle, vous êtes responsable du pôle AFPI, Association de formation professionnelle pour l'industrie. C'est une des entités de l'Institut des ressources industrielles. C'est quelque chose d'historique sur le territoire lyonnais. Vous pouvez nous rappeler peut-être l'historique? Oui, 1961. Oui, c'est ça. Donc création du centre de formation de la métallurgie. Et donc là, vous vous adressez à tous les publics dans cet organisme de formation? Tout à fait. Donc on accueille un peu plus de 2000 apprentis du CAP à l'ingénieur. Et puis vous avez cité environ 4500 salariés dans les domaines de l'industrie qui sont formés chaque année. En France et à l'international? Alors en France. En France principalement. Et principalement dans notre région, et on s'étend un peu, mais voilà. D'accord. Alors vous me disiez en préparant cette table ronde, vous aviez la sensation qu'il y avait un regain de hausse de candidatures sur les métiers du gaz notamment et du fioul. Qu'est-ce que signifie en fait cette nouvelle attractivité d'une certaine manière? Alors sur le gaz, je dirais sur le biogaz, l'attractivité des énergies vertes, des candidatures qui sont de plus en plus présentes avec un besoin de rappel sur des activités liées au territoire, donc de plus en plus. On parle d'attractivité, donc la difficulté de l'attractivité, c'est qu'on est sur une filière qui est éparpillée, à la différence peut-être de celle de Symbio où il y a une concentration avec un pôle important sur place. Là, sur la méthanisation, alors il existe des certifications pour former des responsables d'unités de méthanisation, c'est plutôt le ministère de l'Agriculture qui s'en est emparé. Et sur les métiers de la maintenance, on est encore les seuls aujourd'hui, alors peut-être malheureusement les seuls, parce que du coup, ça nécessite une mobilité nationale pour que les futurs alternants viennent se former chez nous, et des entreprises aussi un peu éparpillées sur le territoire, et une action de formation qu'on démarre mardi prochain. Alors, donc sur l'enjeu de la méthanisation, tout à fait, on peut peut-être rappeler la méthanisation, il y a aussi un enjeu de souveraineté énergétique derrière ça. Oui, c'est contribuer au mix énergétique, c'est un gaz vert, pas décarboné en totalité, mais en très grande majorité. On est presque à 5 fois moins d'émissions de CO2 par rapport au gaz naturel, si on prend son cycle de vie dans sa globalité.
avec des externalités qui sont intéressantes, avec aussi l'opportunité de traiter nos déchets organiques, puisque c'est aussi une des vocations de la méthanisation, c'est d'éliminer nos déchets organiques, et bien évidemment, si on peut les valoriser en énergie et en recettes pour des agriculteurs dans le cadre de la méthanisation agricole, c'est toujours intéressant, avec des gros projets aussi sur des stations d'épuration. Voilà. Donc pour aller dans le détail de cette formation, allons-y, puisque c'est aussi le sujet de notre table ronde, c'est une formation certifiante de niveau Bac+2, c'est ça ? Tout à fait, un Bac+2. On s'appuie sur un titre professionnel de technicien supérieur de maintenance industrielle. On évoquait l'ensemble de briques technologiques quand on développe des parcours de formation. Il était cité par Symbio la volonté de verdir ou de colorer certaines formations. C'est le cas. On sait que les métiers de la maintenance industrielle sont très importants. Qu'on soit technicien de maintenance industrielle dans le domaine de la chimie, l'agro, le nucléaire, le biogaz, la métallurgie, on est sur les mêmes compétences. Et après, c'est l'environnement qui est important d'apporter. Et si je prends l'exemple de cette formation de technicien de maintenance biogaz, 3/4 de la formation, c'est de la maintenance industrielle et 1/4, c'est de la coloration, c'est de la méthanisation. Alors évidemment, là je vais me tourner vers vous, par rapport aux organismes de formation et l'enjeu de la formation, évidemment, qui est un enjeu clé, évidemment une compétence clé pour la région. Il y a le dispositif CARED, évidemment vous pourrez compléter pour voir évidemment comment ça évolue aujourd'hui, qui est un dispositif de financement à 100% aujourd'hui sur l'embauche, dans cette filière notamment. Moi je trouve que le dispositif CARED il est intéressant, vraiment. Parce que vous savez, notamment les politiques, on vend une obligation de moyens, oui, on va faire ça, etc. Bon, on ne sait jamais le résultat que ça va avoir. Et pour une fois, c'est un dispositif comme ça. C'est mon ancienne vie de rocker, c'est ça ? Pas tout de suite, mais tout à l'heure, si vous voulez. Très bien. Alors le CARED, c'est quoi ? D'abord, ça s'adresse à toute demandeur d'emploi, toutes sections confondues. Et ce que l'on va offrir, c'est 100% de la formation, plus une rémunération si le demandeur d'emploi n'a pas de rémunération autre, par exemple par Pôle emploi, avec 2 conditions. La première condition, c'est que le contrat d'embauche avec l'entreprise soit signé dès le début. Donc ça, c'est l'obligation de réussite. Il faut que les 2 parties se soient mis d'accord. Et ça me paraît très important. La deuxième chose, c'est un engagement du stagiaire à respecter des règles de bonne conduite qui sont bien évidentes, je dirais, pour la majorité des personnes. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a de temps en temps quelques problèmes de conduite un peu compliqués de la part de stagiaires. Donc voilà, c'est je pense, un outil qui a été utilisé, j'espère qu'il le sera utilisé encore plus, parce qu'il fit véritablement avec la demande des industriels ou des entreprises, puisqu'on lui promet un emploi, c'est une formation utile, un engagement du stagiaire à faire ça le plus sérieusement possible, et après la région évidemment finance à 100% la formation et même peut offrir une rémunération aux stagiaires dans la mesure où ils ne seraient pas rémunérés par ailleurs. Oui, et ça s'adresse aussi à des salariés en situation de fragilité sociale, tout à d'une fait, certaine manière. Tout à fait. Vous savez, c'était cette partie de la population qu'on n'arrivait pas à faire entrer sur le marché de l'emploi. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, comme je suis président du parc industriel de la Plaine de l'Ain, où on a des problèmes absolument colossaux pour trouver des personnes, je vais prendre par exemple soudeur. Un bon soudeur aujourd'hui, je peux vous dire que c'est rémunéré de façon extraordinaire, notamment dans le nucléaire. Et on a un lycée, et cette formation existait. Et puis elle s'est arrêtée. Et elle s'est arrêtée, non pas parce que les profs ont dit c'est fini, je ne veux plus enseigner ça, simplement parce qu'il n'y avait plus de candidats.
Et on tombe sur quelque chose qui pour moi est fondamental dans cette réflexion globale que nous devons avoir. Il faut absolument, notamment pour nos jeunes, que on redonne les lettres de noblesse à ces métiers, qu'on dise que l'intelligence de la main est au moins aussi importante que l'intelligence intellectuelle du bureau, si je peux dire. Et il y a un véritable enjeu aujourd'hui pour que... alors, pour les jeunes et leurs parents, en fait, c'était vu un peu comme ça. Mais ça, c'est vraiment un enjeu. Et on en a besoin parce que les métiers utiles, ce sont les métiers qui servent et dans lesquels les gens peuvent s'épanouir. Donc oui, on a cet enjeu aussi à gagner d'arriver à ce que la valorisation des métiers... Regardez, moi je me rappelle, il y a de nombreuses années où il y avait même des films où on parlait de la beauté du métier d'infirmière, de ce que ça représentait comme engagement, et vous savez les problèmes qu'on a dans les hôpitaux aujourd'hui. Donc, parmi les composantes, il y en a des techniques, et on va tout faire pour essayer de lever les problèmes techniques, mais il y a un problème psychologique qui est absolument fondamental chez nous, et je pense qu'il faut absolument s'y intéresser. Alors, messieurs, à la tête des organismes de formation, par rapport au dispositif CARED, et puis ce qui vient d'être dit aussi sur la question de l'attractivité, peut-être un mot? Oui, un témoignage, puisque en l'occurrence avec l'IRI, on a mis en place un CARED l'année dernière, et même la news, entre guillemets, c'est que là, il y a une heure la réponse pour la possibilité d'en faire un deuxième qui va commencer au mois de juin. Donc pour nous, ça a été vraiment un grand succès. Donc 8 personnes ont été embauchées à la fin de cette session CARED. Des personnes qui n'étaient pas évidemment hydrogène, mais qui n'étaient pas non plus forcément industrielles. Il n'y avait vraiment qu'une seule personne qui avait une compétence industrielle d'opérateur. Et donc, ça prouvait que cette capacité d'intégrer avec, une dynamique forte et un support important de formation nous a permis de les mettre à niveau et de les faire évoluer. Oui, je crois qu'il est important de donner du sens à un métier technique, un métier manuel. Voilà, on parle d'agent de stackage sur cet emploi-là. Ça parle à personne. Moi, je l'ai découvert quand le projet est né, cette activité-là. Et si on raisonne sur les compétences de l'emploi, on ne peut pas dire que ce soit des compétences qui soient attractives. Mais par contre, si on donne du sens au métier, à quoi ça va servir, à quoi ça va contribuer, pour nous tous, je pense que là, ça change vraiment la donne. Ouais. Oui, pour la partie qualitative, il y a une notion de récit, une notion d'aventure qui est vraiment indispensable. C'est pas de la vapeur, c'est quelque chose qui engage, qui donne du sens et qui permet aux personnes de s'inscrire dans quelque chose qui est pour un futur. Et ça va de la société jusqu'à la planète, c'est sûr. Alors, on va continuer d'explorer ces enjeux d'attractivité sur cette métière, d'employabilité, de formation, d'embauche, avec Marc Simon-Jean. Je le rappelle, vous êtes directeur régional EDF Auvergne-Rhône-Alpes. On va parler déjà de la région. C'est la première région électronucléaire française. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte plus de 700 entreprises travaillant pour la filière. Le potentiel est donc très fort et ça représente 49 000 salariés. Donc là, déjà, ça en impose au niveau territorial. Alors, si vous me permettez, je vais faire juste une petite introduction sur le sens. Aujourd'hui, le sens de l'industrie, finalement, pour le pays, je pense que c'est important, puisque du coup, je pense que ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, en France, l'industrie manufacturière, ça représente à peine 11% du PIB du pays. Donc, je rappelle que l'Italie, c'est 16%, l'Allemagne, c'est 23%. C'est juste pour vous donner quand même 2-3 chiffres. Et donc, à mon avis, c'est très peu ambitieux par rapport à l'ambition qu'on peut avoir sur notre indépendance, notre souveraineté. Voilà, ça je pense que c'est important. Après, il y a un deuxième point qui, à mon avis, doit intéresser les jeunes, puisque c'est un peu la cible qu'on cherche à attirer, c'est finalement tout ce qui est autour de la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que je pense que c'est important, c'est un enjeu majeur de société, voire mondial. Et en fait, la France finalement s'est imposé 2 objectifs. Le premier, c'est à travers la stratégie nationale bas carbone, qui est de dire à l'horizon 2050,
bien, on sera neutre en carbone. Et le deuxième, c'est de dire on va réduire de 40% nos besoins énergétiques sur la période. Je pense que c'est important que tout le monde l'ait en tête. Pourquoi ? Parce que derrière, ça va driver quelque part l'ensemble des activités qui tournent autour de cette ambition. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de décarboner l'ensemble de nos usages. Et dans cette décarbonation, je dirais que toutes les énergies décarbonées sont bonnes à prendre. Quand on regarde, en fait, le moyen qu'on a d'y parvenir, c'est de passer de 25%, on va dire, de part d'électricité dans les besoins énergétiques à 60%. Bon, après, il y a le développement d'hydrogène, des biogaz, etc. Mais ce que je veux dire, il faut vraiment avoir en tête, je pense, ce schéma-là. Pensez que pour produire l'électricité, toutes les sources sont bonnes, pour autant qu'elles soient décarbonées, c'est-à-dire il faut pousser les énergies renouvelables, mais on est aussi limité par notre capacité à les développer. Vous savez qu'aujourd'hui, sur le territoire, on a parlé de foncier, mais c'est très compliqué d'avoir du foncier. Tout le monde se bat. Pourquoi ? Parce que, je ne veux pas vous embêter, mais il y a aussi la loi climat et résilience qui dit on se donne pour ambition, finalement, d'arrêter l'artificialisation des sols, d'en rajouter. Et déjà, dans les 10 prochaines années, de diviser par 2 ce qu'on a déjà fait les 10 dernières années d'avant. Donc ça contraint énormément, puisque du coup, tout le monde cherche du foncier. Donc je ne veux pas vous noyer, mais je dirais que pour les jeunes qui veulent vraiment réfléchir sur l'industrie, sur comment on va y arriver, je pense qu'il y a un boulevard. C'est-à-dire que la vision qu'on a demain de comment la société va s'impliquer, elle est complètement différente d'avant. Donc je pense qu'aux jeunes, s'ils veulent un peu de sens, j'espère vous donner quelques clés. Et je dirais que par rapport à l'électrification, effectivement, moi, je vais essayer de recentrer sur le nucléaire, puisque les collègues ont parlé sur l'hydrogène et le biogaz. Mais la filière nucléaire, aujourd'hui, ça représente 220 000 emplois en France. C'est la 3e filière, sachant que l'automobile et l'aéronautique, elles sont aussi l'objet de fortes tensions, de fortes contraintes, compte tenu de ce que je vous évoquais précédemment. Sur la filière nucléaire, ça a été expliqué en Auvergne-Rhône-Alpes, on a d'énormes besoins, puisque je vous explique, comme l'électrification va être massive, quels que soient les scénarios qu'on retient, les plus robustes, c'est avec le plus d'électrification. Dans ce cadre, nous, on a aussi, comme toute l'industrie, des problèmes d'attractivité vers l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Puisque c'est le sens un peu de la question, c'est que, d'ailleurs, c'est la France qui l'a décidé, à travers France Relance, elle a dit finalement, il faut rendre encore plus attractif la filière nucléaire. Je me contente juste du nucléaire. Pour cela, elle a décidé finalement, quelque part, nous on a décidé de créer une université des métiers du nucléaire. Ça, c'est la coquille au niveau national. Elle s'occupe de quoi ? Des métiers, de la formation et de l'emploi. C'est son ambition. Alors, bien sûr, on est en train de monter, puisque ça a démarré en 2021. Et comment elle le fait ? Aujourd'hui, il y a deux objets. Il y a un site, Mon Avenir, dans le nucléaire. Un portail, en fait. Un portail, oui. Mmh. Et où là, vous pouvez voir justement les 3 pavés, métiers, formation, emploi, où vous verrez, parce que c'est en cours de montage. Et puis, il y a un autre objet, c'est de donner des bourses. Donc, les bourses, en fait, concrètement, c'est sur 3 ans. 50 bourses en 2022. Il y en a 10 qui sont fléchées sur le lycée, 5 sur le lycée des Catalans. Mmh. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vers Montélimar. Ouais, tout à fait. Et ça a été validé dernièrement, donc il y aura des communiqués de presse là-dessus. En gros, c'est pas rien. C'est les élèves, chaque mois, ils touchent 600 €. Hein. Mais je veux dire, il faut juste mesurer l'effort qui est fait, et ça va bien sûr être poursuivi dans les 2 prochaines années. Alors, je me permets peut-être, Jean-Louis Guyéder, il y a un enjeu fort, effectivement, autour du nucléaire. C'était quand même, dans Laurent Wauquiez, on a fait de la filière nucléaire un axe important de son mandat. Absolument. Il y a des déclarations de Laurent Wauquiez qui rend hommage à la filière nucléaire et qui montre bien à quel point la région s'engagera pour les filières nucléaires. Alors, notre seul problème, c'est qu'on a 2 sites. Alors,
m'avez parlé de la Drôme, là, c'est pas bien ça. Parce que le plus beau, c'est Bugey quand même. Oui. Non, je réponds. Je le provoque. Oui, mais vous faites bien. Je suis là pour ça. Non, du coup, oui, faut bien comprendre qu'on est au démarrage. Donc ça veut dire que pour l'instant, le lycée des Catalans avait déjà des formations qui étaient dédiées à la filière. Et là, on est en train de réfléchir. Parce que là, donc du coup, vous tendez la perche. On est en train de monter avec la région. Il n'y a pas que la région. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'acteurs, une douzaine d'acteurs, hein, c'est ça. Oui, L'UIMM, pour en citer, Pôle emploi, le pôle de compétitivité Nucléaire Vallée, Vallée, notamment. le CFA de l'énergie, Tout à fait. de l'énergie, et puis l'IFAR, ce qui représente tous les prestataires à la filière nucléaire. Donc quand je parle pas juste au nom d'EDF, là, aujourd'hui. Hein. Il y a aussi Framatome, Orano, et puis Pôle emploi, l'IRUP, et puis... voilà. Oui, on a été exhaustif. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, l'association régionale sur les enjeux d'emploi et de formation, c'est la filière. Qui est très récente, là. Hein, c'est une intention d'association. On n'a même pas encore déposé. C'est ça. On doit le faire, on va dire, dans les mois. Et en co-construction avec cette liste de partenaires. On a commencé à faire une première réunion et on est en train de se mettre d'accord sur finalement, c'est quoi notre vision. Bon, pour faire simple, notre vision, c'est que ça manque d'attractivité. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce qu'il faut. Si on doit développer plus, peut-être qu'avec ce qui existe, on peut peut-être pousser un peu les feux, mais il faut déjà attirer. Juste pour votre information, la première déjà analyse qu'on a faite, ça a été cité, il y a à peu près 700 entreprises dans la région qui travaillent autour du nucléaire. Mais il y a quand même juste 2500 recrutements par an dans la filière dans les 4 ans qui viennent. Alors pourquoi je ne vous dis pas dans les 10 ans? Parce que pour l'instant, on regarde déjà à moyen terme. Mais voilà de quoi on parle. Donc, c'est juste pour vous donner des idées. C'est pas rien, sachant que juste ici, là, autour de Lyon, il y a pas mal d'ingénierie du nucléaire. Si on raisonne froidement, elle peut très bien saturer juste le tissu formatif. Voilà à peu près ce qu'il faut avoir en tête. Donc, il y a vraiment un problème, de mon point de vue, d'attractivité. Et pour répondre à ce problème, donc au-delà des bourses, etc., de l'association, et là, on travaillera avec tous les partenaires, puisque c'est pas la peine... de se battre, on a besoin de tout le monde. C'est des dispositifs à co-construire dans le temps. Oui, à co-construire, on a déjà co-construit. Alors dans l'Ain, par exemple, on a inauguré une première formation pour former des opérateurs de réacteurs nucléaires. Donc ça c'est bien, mais on ne va pas s'arrêter là. On a d'autres demandes qui viennent même de nos prestataires. Par exemple, il y a quelque chose qui est en cours là sur la logistique. Donc on va regarder avec qui on va pouvoir faire ça. Donc c'est le CFA Métiers d'énergie. Mais on va essayer d'expliquer d'abord aux jeunes que quand ils rentrent dans l'industrie, encore une fois, même si je parle du nucléaire, c'est des parcours diversifiés qui les attendent. Ils peuvent aller dans l'aéronautique après. Ce qu'on a fait pendant la crise, on a pris des gens de l'aéronautique, on a rendu à l'aéronautique. Pas de souci. Il y a plein de compétences qui servent dans tous les domaines. Mais l'important, c'est d'être dans des filières, je pense, d'excellence, parce que ça aide pour leur futur. Et c'est des filières qui ont de l'avenir. Donc voilà, je pense ce qu'il faut, à mon avis, leur dire. Je ne vais pas prendre toute la parole. Bien sûr. Je plaisantais pour nos amis de Tricastin, c'était juste de la provoque. Ce que je veux dire, c'est que moi, je représente la région au sein du pôle de compétitivité nucléaire Vallée. Et je suis absolument sidéré par le volume d'entreprises qui, tous les jours, se pressent aux portes de Nucléaire Vallée pour devenir adhérents. C'est vraiment un succès qu'il faut souligner et qui montre bien que le combat est déjà gagné auprès des entreprises. Après, il faut trouver les jeunes ou les moins jeunes qui s'engagent. Mais sur ce point-là, nous avons l'opération Grand Carénage de Bugey. C'est une opération lourde, puisque... On peut peut-être rappeler Grand Carénage, oui, en fait, à quoi ça consiste? Dans le nucléaire, ce qu'il faut je pense que les jeunes, ils ont besoin aussi de visibilité. Donc s'ils viennent dans ce domaine-là, mais comme ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de souci sur tout ce qui produit de la décarbonation. En fait, il y a déjà pour la continuité des actifs industriels existants du nucléaire, dont Bugey. Donc le grand carénage, ça permet de mettre en place les derniers standards, on va dire, de sûreté pour poursuivre 10 ans d'exploitation supplémentaire. Voilà, puisqu'on est soumis à cette réglementation en France. Ah pardon, en France on est soumis à cette réglementation. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays qui sont en basic design et qui fonctionnent comme la centrale a été construite. Nous, on intègre les derniers standards de sûreté au pire tous les 10 ans.
Sinon, c'est du flow continu. Et donc, ça veut dire, ça donne de la perspective, de la visibilité, parce qu'il ne faut pas penser que c'est juste one shot. C'est pas une année que vous mettez au standard votre réacteur. C'est-à-dire que vous le mettez au standard et vous continuez à le mettre au standard. Donc, en fait, il y a énormément de visibilité sur la filière nucléaire du fait de ces mises à niveau. Et dans 10 ans, eh bien, on refera l'opération, puisque du coup, il faudra accrocher 10 ans supplémentaires. Et en parallèle, il y a ce qu'on appelle les projets EPR2, ce sont des nouveaux réacteurs. Et là, il y a aussi, on a la chance dans la région d'avoir l'ingénierie de conception de ces réacteurs. Et on a 2 réacteurs qui sont prévus, soit, alors il ne faut pas se tromper de sens, d'ordre, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, soit à Bugey, je l'ai dit, soit à Tricastin. C'est-à-dire la décision, elle n'appartient pas à EDF, elle appartient au gouvernement. Sachant que le gouvernement actuel, donc on verra après ce qui se passe, mais bon, globalement, les 2 prétendants, on va dire, à l'élection présidentielle, ils sont à peu près calés sur la stratégie nucléaire. Et donc, ce qui a été dit aujourd'hui par le gouvernement actuel, c'est de dire il y a 6 réacteurs qui doivent être construits, donc une paire à Penly, une paire à Gravelines, une paire en Auvergne-Rhône-Alpes, Bugey au Tricastin, et puis il faut étudier la construction de 8 autres. Donc, vous voyez, il y a du pain sur la planche, et donc, je veux dire, ça va continuer. Donc c'est pour ça que les jeunes, s'ils veulent rester, ben c'est bien, sinon ils partiront un peu où ils veulent, dans l'automobile, etc. Mais leur compétence, dans tous les cas, elle leur sera précieuse dans ce qu'on est en train de construire, notamment en termes de décarbonation. Voilà. Alors pour continuer justement sur l'attractivité de la filière et puis de ce qu'on peut mettre en place, et la région évidemment partie prenante, sensibiliser les lycéens, les collégiens à ces métiers, c'est aussi une manifestation qui s'appelle Viva Fabrica. Ça a été débaptisé, rebaptisé. Hein, Merci Frédéric, parce que vraiment j'oublie tout. Bon, je sers au moins Pardon, à ça, alors bien. du coup, la question... Non mais, parce que là, je pense que... Donc c'est une manifestation, hein, oui. c'est ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, bon, au-delà des domaines que chacun essaye de pousser, il y a un vrai problème d'attractivité de l'industrie. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que les jeunes ne sont pas du tout conscients. On parlait des techniciens. Je pense que parmi cette salle, vous n'êtes pas complètement au courant qu'un technicien aujourd'hui, tous les 6 mois, il prend 20 à 30% d'augmentation de salaire. Mais je pense qu'il faut Vous juste saviez l'avoir pas en ça. tête. Et que assez rapidement, c'est-à-dire 2 ans après, il est plus payé que son prof. Même, je pense, 6 mois après, il est plus payé que son prof. Donc juste Les gardez-le en tête. rémunérations sont très fortes sur ces Et secteurs. il va arriver à un salaire en fait, 3 à c'est 5 les profs ans qui sont mal payés. qui va être presque supérieur à celui d'un débutant ingénieur. Voilà. Ça, c'est notre réalité. Mais, donc ça, vous pouvez le dire, et puis il n'y a pas de souci. Et s'il y en a qui ne trouvent pas, ils viennent chez nous, et puis ils verront la réalité des prix. Alors, C'est ça l'industrie. Viva Alors Fabrica. nous, qu'est-ce qu'on a fait? Comment C'est ça qu'on se se passe dit, on a besoin d'attirer vers l'industrie. Donc, on a décidé de monter une opération, et là, avec tout le monde, la région est partie prenante, etc. Et tous les industriels, d'ailleurs, le sont aussi, ceux qui le souhaitent. L'idée, c'est de monter un parcours pédagogique en 2 temps. Premier temps, c'est on va créer un métaverse, parce que c'est quelque chose qui peut attirer les jeunes. Ça parle à tout le monde, c'est bon? Bon, métaverse. Et ça sera pour la semaine de l'industrie en novembre 2022. Et ce métaverse, en fait, il ouvrira un événement physique qui va se passer aux ex-usines Fagor, pour ceux qui connaissent, à Gerland, du 23 au 26 février 2023. Et l'idée, c'est d'attirer. La cible, c'est les collégiens, les lycéens. Voilà, la cible vraiment première. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la région, puisque du coup, ils ont la compétence lycée, et puis ils peuvent attirer avec le transport les lycéens vers nous. C'est quelque chose qui s'est déjà fait avant, ça s'appelait les usines extraordinaires, au Grand Palais à Paris, au MUSEM à Marseille. Et donc, c'est quand même des manifestations qui ont vocation à attirer tout le monde vers l'industrie. Et bien sûr, chaque industrie aura une tribune pour présenter ses métiers. L'idée, c'est vraiment de présenter les métiers et de faire de l'insertion aussi. C'est-à-dire que je vous donne collège, lycée, mais on est avec Pôle emploi, etc. L'idée, c'est vraiment d'expliquer ce que c'est l'industrie. Et quand je vous dis ça, l'industrie, c'est encore une fois quelque chose qui permet des métiers diversifiés. Il y a tous les métiers, du marketing, data analyst. Les jeunes, des fois, ils le savent pas. Du commerce. Tout ça, c'est dans l'industrie. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans l'industrie, s'il est curieux, en restant dans l'industrie, il peut faire plein de métiers. Après, il peut changer de domaine, mais déjà en restant dans l'industrie, il peut faire plein de métiers. Et je pense que c'est le seul secteur qui le permet.
avec une telle variété, une telle diversité. Je pense que ça, on ne le dit pas assez aux jeunes, de mon point de vue. Voilà. D'ailleurs, les organismes de formation, là, les personnes qui viennent se former, ils viennent d'où? C'est quoi leur parcours au départ? Ils viennent de tout horizon. Aujourd'hui, c'est tous les leviers qu'il faut mener. On a connu, nous, pendant nos études, des conseillers d'orientation. Ce métier n'existe plus, il ne s'appelle plus comme ça. Il a peut-être vocation à aller vers d'autres besoins aussi de l'éducation. Je pense qu'on a besoin de professionnaliser aussi les personnes de l'orientation. Les familles sont un peu perdues aussi. Malgré tout, il y a énormément de manifestations. On en a un exemple avec Via Fabrica notamment. Voilà, je participais hier aux caravanes des métiers organisées par la région. Qu'à lui, j'ai pu voir des jeunes, des collégiens et qui évidemment sont perdus, on le sait, c'est normal. Mais je pense qu'il y a besoin d'accompagner les enseignants, mais est-ce que c'est leur boulot? Oui, non. Oui, il y a une question d'éducation. À un moment donné, on en parlait aussi en préparant la table ronde. C'est éduquer aussi les familles, les parents, en leur disant voilà, il y a quand même des filières qui sont à potentiel. Et il y a beaucoup de manifestations. Alors, est-ce qu'il y en a trop? Peut-être qu'on s'y perd. C'est difficile à dire. Est-ce qu'il y en a trop? Mais je pense que tous ces leviers. Monsieur évoquait l'attractivité liée aux rémunérations, il y a l'attractivité liée à donner du sens au métier et à l'environnement, etc. La durabilité dans l'emploi, on ne parle pas de métier délocalisable. Je pense que c'est tous ces leviers-là qu'il faut mettre en avant. Moi, pour ajouter juste au niveau de notre entreprise, au niveau de Symbio, c'est une technologie qui est multiphysique. Donc c'est à la fois de la chimie, l'électrochimie, de la métallurgie, la mécanique, l'électronique, beaucoup. Donc on est forcément avec des personnes qui sont amenées à évoluer, qui sont dans des situations où ils sont appelés à des choses plus transverses. Leur succès et le succès des équipes et le succès de l'entreprise est lié à ça. Et donc, ce qui veut dire beaucoup d'agilité, beaucoup d'ouverture, qui sont quasiment finalement des critères déterminants au niveau du recrutement et qui sont aussi des critères déterminants par rapport à la capacité à apprendre et à s'adapter et à évoluer dans cette industrie-là. Mais je pense que ce sont des critères qui vont être de plus en plus, d'abord qui parlent beaucoup, on parle de métaverse, donc ce passage en permanence entre différents types de réalité et de savoir-faire à maîtriser pour pouvoir arriver jusqu'à son but. En tout cas, je pense que cette question d'ouverture, d'agilité est à travailler particulièrement dès le collège. Bien sûr. Jean-Louis Guyadère, on peut rester optimiste finalement sur ce marché en tension. On voit qu'il y a un certain nombre de dispositifs, de manifestations, des acteurs, un écosystème qui se fédère autour de ces filières d'avenir, à potentiel. Oui, je vais vous donner 2 raisons d'espérer. La première, c'est du vécu autour de Bugey, que je connais mieux que Tricastin, mais j'aime tout le monde, bien sûr. Avoir un diplôme où il y a marqué nucléaire, c'était doubler ses chances de trouver un emploi. Donc ça, c'est les chiffres de Pôle emploi. La deuxième raison d'espérer, c'est l'acceptabilité de centrales nucléaires. La communauté de communes de la Plaine de l'Ain qui regroupe le territoire de Bugey notamment, on a fait un vœu dans lequel on demandait, s'engager dans la production d'énergie renouvelable tous azimuts, sauf l'éolien. Et on demandait la construction d'un couple d'EPR2. Vous savez à quel point c'est difficile de faire voter à l'unanimité des résolutions. Ça a été le cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience un peu globale, me semble-t-il, du pays. Les derniers fleurons, il ne faut pas les jeter à la poubelle, il faut les garder, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'automobile, que ce soit le nucléaire. Et deuxièmement, il faut être réaliste devant l'avenir, parce que si vraiment notre combat, c'est d'arriver à dépasser
et obtenir une décarbonation qui soit effective et puissante, alors il faut être tous azimuts, y compris le nucléaire, bien entendu. Et quand on a fait un petit tour des différentes entreprises qui sont là, moi j'ai vu beaucoup de choses que je trouve extrêmement intéressantes, parce que le combat, il se fera certes sur quelques totems, on en parle, mais il se fera aussi par la base avec un travail d'arrache-pied, par exemple, remplacer dans la construction l'armature métallique, dont on sait ce que ça représente en coût, par une armature en composite. Ça existe, ça nous est présenté là, et ça représente un gain carbone sur le béton armé qui est exceptionnel, parce que c'est plus le même béton du coup. Donc voilà, je pense que en tous les cas la région, et moi j'en suis fier, a pris un certain nombre de cibles, l'hydrogène bien sûr, et j'attends avec impatience l'augmentation du rendement de la production d'hydrogène avec les techniques à chaud que développe le CEA à Grenoble. Et on peut utiliser toute la chaleur fatale de toutes nos entreprises, notamment les cimenteries. Je sais que Vicat se lance là-dedans à juste titre. Donc voilà, c'est tout ce panel qui va nous permettre de gagner ce combat. Et encore une fois, il faut convaincre nos enfants, il faut convaincre leurs parents. Parce que la décision, c'est souvent les parents qui la prennent pour les enfants, je vous le dis tout de suite. Merci de nous avoir donné cet horizon. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Alors peut-être une question. On est à la fin de notre table ronde, mais il y a un micro. Non, il n'y a pas de micro qui arrive. Merci. Juste une observation, c'est que je pense que vous vous êtes coupé de la moitié de la population française. Je suis ingénieur de formation et j'aime beaucoup les formes. Et donc j'ai regardé vite fait le programme, j'ai regardé tous les workshops et toutes les plénières. On est à un ratio de 75 à 95% masculin. Et cet atelier le démontre. Les femmes, elles sont où? Elles sont à l'accueil, elles badgent nos petits QR codes, mais elles ne sont pas sur scène. Si vous voulez recruter des femmes, et je pense qu'il va falloir recruter des femmes, il faut peut-être qu'il y ait des femmes qui en parlent sur scène. Ça, c'était une première observation. Deuxième point juste, un conseil, j'ai ma fille qui est en 4e, qui sera en 3e l'année prochaine, donc il va faire son stage de découverte d'une semaine. Allez parler donc aux collégiennes, puis aux lycéennes, puis aux étudiantes, puis aux alternantes, donc parler aux femmes. Mais donc juste sur le collège, allez montrer à tous ces enfants-là qui sont en 3e, qui vont découvrir pendant une semaine le monde de l'entreprise, allez leur faire découvrir justement tous ces secteurs en tension-là. Là, vous avez un vivier qui est incroyable. Je vais peut-être juste répondre. Je vais peut-être répondre à monsieur. Enfin, oui, on est complètement en phase. Après, il y a un vrai problème actuellement, c'est que il y a très peu de filles qui viennent dans, on va dire, l'éducation technique. Non, mais ok, c'est notre boulot de l'éducation. C'est un vaste débat, quand la le deuxième point, des métiers, donc, ça, ok. Et deuxième point, je suis complètement en phase avec le fait que les stages de 3e, ce sont vraiment un levier très important dans quelque part la sensibilisation des jeunes vis-à-vis de nos métiers. Je suis entièrement en phase, mais sachez qu'il y a des barrières. Parce que la première entreprise qui a un accident avec un jeune, elle s'en souvient, elle ne refera pas l'exercice. Parce qu'il y a une réglementation qui est très très compliquée et qui est un peu à charge de l'employeur bienveillant, bénévolant qui a essayé de montrer ses métiers. Je le dis simplement parce qu'il faut que quand même tout le monde ait conscience, parce que on identifie aussi les choses, je pense. Après, il y a des difficultés. C'est pas pour autant qu'il faut pas passer outre, mais il faut que tout le monde comprenne que c'est pas aussi facile que ça dans l'environnement. Voilà, simplement. Mais je suis entièrement d'accord avec le fond. Un dernier mot, justement, sur la parité. La parité, donc j'ai l'honneur aujourd'hui de remplacer Stéphanie Pernaut, qui était ma tête de liste dans l'Ain, et qui ne peut pas être là. Et oui. Autrement, je peux vous dire que vous auriez vu une maîtresse femme. Alors, il se trouve que, écoutez, je ne vais pas changer de sexe à mon âge. Mais voilà, je voulais terminer par ça. Je fais de mon mieux, franchement. Très bien. Merci beaucoup. Un dernier mot. Alors, Fabien, un dernier mot. Formation de technicien de maintenance biogaz, 20% de femmes. On progresse. C'est très très rare, mais on est fiers de ça.
On progresse. Merci à vous. Les conférences vont se succéder. On va finir la Messi. Bonne journée sur le salon Mix E et à très bientôt pour la suite. Merci.